Mesdames et messieurs, c'est à la fois avec fierté et crainte que nous nous présentons devant vous et que nous prenons ici la parole. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans cette enceinte majestueuse pour... Louis le Grand. Sérignan, la photo. Bon. Oh. Je vous ai peut-être dérangé. Excusez-moi. Bon, faites comme si j'étais pas là. Hein, voilà. Puis alors, continuez. Non, vous pouvez recommencer parce que j'ai raté le début. Excusez-la. Mesdames et messieurs, c'est à la fois avec fierté et crainte que nous nous présentons devant vous et que nous prenons ici la parole. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans cette enceinte majestueuse pour vous raconter une histoire. L'histoire du chemin qui a été tracé entre leur histoire d'autrefois et leur histoire d'aujourd'hui. Tout a commencé durant l'année scolaire 2009-2010 dans la commune de Sérignan, située près de Béziers, sur la rive droite de l'Orbe, au bord de la Méditerranée. Sérignan, ville entre fleuve et mer, jadis dressée au cœur des vignes, aujourd'hui davantage vouée au tourisme, mais aussi à la culture, grâce à sa salle de spectacle, à son musée d'art contemporain et aussi à ses colonnes de Buren. Sérignan, ville aussi depuis toujours de migration et de métissage, population pauvre venant des montagnes de l'arrière-pays, puis familles arrivant d'Italie, d'Espagne ou d'Afrique du Nord pour cultiver la vigne, personnes de tous horizons, enfin attirées par le soleil et par la mer. Ville enfin où se trouve notre collège, le collège Marcel Pagnol. En 2010, donc, notre équipe de 3 professeurs choisit d'engager une classe de 3e sur un projet, avouons-le, assez risqué. Écrire un texte sur la déportation. Trouver, peser et assembler des mots justes sur ce projet. Mettre ce texte en voix et en espace avec l'aide d'une comédienne et présenter le tout sur la scène de la Cigalière, salle de spectacle de notre commune. Les élèves de cette classe, la 3e A, furent de suite conquis et enthousiastes. Oui, super, génial, trop top. Non, objection, votre honneur. Non, mais moi, je les connaissais, les 3. Le A de 3, ça voulait dire alternance. C'était des élèves décrocheurs. Leur seul rêve, c'était après la 3e de quitter l'école et de rentrer chez un patron en apprentissage. Alors, non, alors là, enfin, voyons, là, ces gens, ils sont venus, il faut leur dire vrai, quoi. Non, voilà. Alors, rappelez-vous vraiment et dites comment ils étaient. Bon, effectivement, l'enthousiasme ne fut pas, chez eux, probant tout de suite. Ouais, quoi, n'importe quoi. Ah non, mais ils sont ouf, les profs, hein. Mais grave. Mais pas des intellos. Non, mais scandale, je me casse. Ah non, mais moi, je fais pas votre truc, hein. Pas question, mais jamais. Ces élèves, certes, peu attirés par les disciplines scolaires, finirent cependant par accepter, tous de faire passer leur cœur avant leurs difficultés et leurs peurs. Ayant découvert la réalité de la déportation, ils voulaient tous, selon leurs mots, faire quelque chose. Ce quelque chose
fut donc effectivement une création intitulée de toi à moi, jouée sur les planches de la Cigalière le vendredi 7 mai 2010. Les ateliers de parole et d'écriture menés en cours d'année avaient permis de susciter et de garder les mots, les expressions, les ressentis des élèves et de les assembler dans un texte où se mêlaient 3 voix. Il y avait tout d'abord leur voix réelle, à eux, celle de jeunes d'aujourd'hui, disant leurs rêves, leurs soucis parfois, souvent leur mal-être. Aujourd'hui, j'ai la rage. C'est vrai, quoi. Les adultes, ils disent toujours qu'avoir 15 ans, c'est le bel âge. Mais alors, où ils ont oublié, où ils mentent comme des arracheurs de dents. 15 ans, c'est super compliqué. Marre d'être traité comme un gosse, comme un enfant. Marre des ordres, des interdictions, des leçons, des reproches. Marre des parents et des profs. Marre qu'on me répète toujours la même chose. La vie, c'est pas marrant, il faut que tu bosses, pense à ton avenir. La vie, elle est pas rose. Moi, je voudrais autre chose. M'éclater et max en profiter. Croire que tout peut m'arriver, surtout les belles choses. Être moi, comme je suis, pas comme ils veulent que je sois. Flûte, zut, fait chier. Ça y est, la prof, elle recommence. Attends, elle raconte quoi, là? Maintenant, elle montre une photo. Dessus, il y a une petite fille qui dort. Elle serre très fort une poupée entre ses bras. Pourquoi elle dort sur une couverture par terre? Pourquoi elle est habillée toute prête? Et puis, c'est qui, elle? Pourquoi elle est là? Et c'est où, là? Les élèves, en s'inspirant de textes authentiques, de témoignages vécus, avaient aussi créé, fait naître la voix imaginaire de cette petite fille déportée qui, à travers le temps, parlait et répondait. Ce qui m'attend, c'est un voyage. Mais tu n'as pas idée de quel voyage? Un voyage dans un wagon plombé, au milieu de gens affolés, entassés, hébétés, paniqués. Un voyage qui dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un voyage qui dure 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Un voyage sans voir le jour. Un voyage sans savoir où l'on va. Pas d'eau, pas de place pour s'asseoir. Le corps fait mal. J'ai trop envie. Je fais sous moi. Ça sent. Mais tout sent à présent. L'urine, les excréments, la sueur, la peur. On est tous des corps sentants, des corps puants. Je ferme les yeux. J'ai toujours ma poupée avec moi. Grâce à elle, je ne sombre pas. Petite poupée, protège-moi. Je suis dans un train qui ne s'arrête pas. Il y avait enfin une 3e voix, rendue nécessaire, indispensable, par l'incessante question posée par les jeunes au fil du travail collectif. Pourquoi des gens ont-ils fait ça? Comment ont-ils pu accomplir ces actes-là? Ils étaient quoi, fous, ignorants, barbares, sous hypnose? On avait donc avec eux détaillé, observé les pernicieux effets d'un endoctrinement organisé, systématisé dès le plus jeune âge. On avait aussi étudié comment les mesures, les lois inhumaines et racistes étaient apparues insidieusement, progressivement, tablant sur la capacité des gens à s'habituer au pire, pourvu que les pires ne les concernent pas directement, mais qu'ils concernent plutôt l'autre, l'étrange, l'étranger, le mal fichu, l'indésirable. Petit exercice de mathématiques figurant dans un manuel scolaire nazi. Un aliéné coûte quotidiennement 4 marks. Un invalide, 5,5 marks. Un criminel, 3 marks. Dans beaucoup de cas, un fonctionnaire ne touche que 4 marques.
Un employé, 3,65 marks. Un apprenti, 2 marks. D'après des estimations récentes, il y a actuellement en Allemagne environ 300 000 aliénés et épileptiques dans les asiles. Petit 1. Calculez. Combien coûtent annuellement ces 300 000 aliénés et épileptiques? Petit 2. Calculez. Combien de prêts aux jeunes ménages à 1000 marks pourrait-on faire si cet argent pouvait être enfin économisé? Calculez. Solution. Au fil du spectacle, joué ainsi par les élèves, les 3 voix, tour à tour, surgissaient, évoquaient, invoquaient, se confortaient ou bien se confrontaient. Le spectacle fut, à sa mesure, un succès. Il déclencha aussi quelque chose d'imprévu, de non calculé, qui l'année suivante nous obligea à continuer. En effet, les élèves, avant de partir, de quitter le collège, posèrent une ultime question, pressante, très obstinée. Mais madame, tout ça, ça s'est passé aussi, ici, à Sérignan? N'étant pas forcément d'ici, nous n'avions pas sur le champ de réponse. Autour de nous, nous avons donc un peu interrogé, demandé, prospecté. Dans un premier temps, les avis des uns, les réponses des autres semblèrent aller plutôt dans un même sens. Ah ben non, hein. Ah non, moi j'en ai jamais entendu parler, hein. Non, hein, voyons, ça se saurait, hein, forcément. Ah non. Alors moi je suis catégorique, hein. Hop, il n'y a jamais eu de juifs à Sérignan. Mais jamais de juifs à Sérignan. Jamais de juifs, jamais, voyons. Jamais. L'année scolaire suivante, l'équipe proposa à une nouvelle classe de 3e de tenter de répondre à la question lancinante laissée par nos élèves d'alternance. La classe de 3e C, une classe unie et regroupant des personnalités assez affirmées et tranchées, releva le défi. On se mobilisa et on mobilisa les autres. La mairie fut contactée. Elle avoua ne pas trop savoir que répondre, mais offrit sans réserve d'ouvrir ses archives à qui voudrait sérieusement chercher. L'association d'histoire locale et son président accordèrent leur aide et leurs contacts précieux avec les anciens de la commune. Tout fut donc possible. On chercha et on trouva. Dans les archives municipales dormait un vieux fichier bien rangé, bien ficelé, celui des étrangers. En feuilletant les très nombreuses fiches au papier jauni, à l'encre manuscrite, on tomba sur quelques documents qui nous interpellèrent. Des noms et des prénoms d'origine polonaise, des dates correspondant à l'époque de la guerre, et surtout sur 2 de ces cartes, la mention apposée, rajoutée, israélite. Inutile de vous dire alors à quel point, en manipulant ces fiches, nos mains tremblèrent, à quel point nos cœurs s'emballèrent. Ces gens-là, si longtemps, avaient été oubliés. D'un seul coup, ils revenaient au jour, à la lumière, à la surface. D'un seul coup, ils étaient là, ils existaient et ils comptaient. La classe de 3e C, émue, touchée, s'attacha tout d'abord à retrouver l'histoire d'une famille, les Pinkas, qui devient pour tous le symbole de cette mémoire des oubliés, de cette mémoire de tout cela qu'année après année, notre commune avait de son souvenir effacé. On creusa, on chercha aussi ailleurs, dans les archives départementales,
dans les archives belges, dans celles du camp de Rivesaltes, et peu à peu en retraçant en pointillé un bout de leur tragique destinée. On décida cette année-là de sortir du collège et d'aller raconter à notre façon aux habitants de la commune l'histoire des Pincas. Cela se passa le 24 avril 2011, lors de la journée du souvenir de la déportation. La mairie, sans réserve, nous épaula. Un texte fut donc écrit, mis en corps, mis en voix, par les élèves et les adultes, tous à la fois. Mai 1940. L'armée allemande, sous les ordres du dictateur Hitler, envahit la Belgique. Des milliers de civils fuient sur les routes de l'exode. Papa, maman, moi et mon petit frère Salomon, on part aussi. Papa et maman sont polonais. Ils ont quitté la Pologne pour la Belgique dans les années 30. Papa a fait toutes sortes de métiers pour faire vivre notre famille. Manœuvre d'usine, colporteur, marchand de volailles. J'ai 8 ans, Salomon 2 ans. Salomon, mon petit frère, est différent, handicapé, peu importe. Moi, je l'aime. On est israélites. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire. En tout cas, à cause de ça, les Allemands et bien d'autres ne nous aiment pas. Alors on part. Je quitte la Belgique, le pays où je suis née. On part vers la France, pays des droits de l'homme, pays des libertés. Adieu ma maison, adieu mon enfance. Je m'appelle Teresa Pincas. 22 juin 1940. À la demande de Pétain, l'armistice est signé entre la France et l'Allemagne. Pétain se fait donner les pleins pouvoirs. La France est coupée en deux, de part et d'autre d'une ligne de démarcation. Sérignan se retrouve en zone non occupée, en zone libre. Libre comme les nuages, libre comme les eaux de l'Orbe qui s'en vont dans la mer toute proche. Libre, ici, à Sérignan, nous sommes libres. Le texte continuait. Il retraçait les éléments que l'on avait pu faire remonter à la surface, grâce notamment au précieux témoignage d'Arlette, une dame âgée de la commune. Arlette, si émue et heureuse de pouvoir enfin parler de sa petite camarade d'école, inscrite sous le prénom plus clean, davantage français, de Marie-Thérèse. Je me rappelle très bien des Pincas. Quand ils sont arrivés de Belgique, ils habitaient dans le vieux village, dans la rue de l'église. Mon grand-père disait du père Pincas, Hersch, il ne parle pas, il se cache. Hersch faisait des travaux à droite, à gauche, quand il pouvait, quand il trouvait, pour nourrir sa famille. La mère Brandla sortait très peu. Elle s'occupait tout le temps de leur dernier enfant, trisomique. Il s'appelait Salomon. Oui, il devait avoir environ 3 ans. Il criait souvent, pour ne pas dire tout le temps. Sa sœur aînée, Marie-Thérèse, avait le même âge que moi, 10 ans. On était à l'école ensemble. Elle était très gentille, mais souvent tellement triste. On n'habitait pas loin l'une de l'autre. Alors parfois, on jouait ensemble dans la rue. Oh, je me souviens d'un jour où il y a eu une vieille dame qui allait régulièrement à l'église et qui est venue interpeller ma mère pour lui dire vous n'avez pas honte de laisser traîner votre enfant avec une juive? Oh, ma mère, son sang n'a fait qu'un tour, et elle a remis en place la vieille dame. Ah. Et puis, il y a eu un autre jour où Papé, mon grand-père, m'a pris à part, ne sachant pas trop comment me parler. Tu sais, a-t-il fini par me dire, les Polonais, tu ne les verras plus. Hier, ils sont venus les chercher. Moi, ce n'est que fin 2010, en lisant les articles sur le collège et le travail que vous meniez, que j'ai appris ce qui s'était passé ensuite. Ça m'a tellement touchée d'apprendre d'un coup, et si longtemps après, que toute la famille avait été anéantie.
Marie-Thérèse, ma pauvre petite camarade, morte à Auschwitz. Mais pourquoi ? Ce jour, dont parle Arlette, ce jour où les Pinkas et d'autres furent raflés dans nos rues à Sérignan, ce fut le 26 août 1942, jour de la rafle des Juifs étrangers en zone libre. Nous disons la rafle, mais les textes d'époque parlent, eux, de ramassage. Il s'agit en effet de ramasser humainement les Juifs étrangers, humainement juste pour éviter les troubles. Pour ce faire, est-il précisé, il convient de prévoir des moyens d'enlèvement rapides. Mais, dame, ils parlent d'eux comme nous on parle des ordures. À Sérignan, 15 personnes figuraient sur les listes d'arrestation prévues. Un autre ancien du village, Félix, lui aussi, pour nous, a accepté de témoigner, de reparler de ça pour la première fois. Alors, tout d'un coup, il y a des motos qui ont surgi, des tractions avant et un fourgon. Et les gendarmes, ils bloquaient les accès des rues. Ils nous ont donné l'ordre, à nous les jeunes, de retourner chez nous, mais nous, on connaissait toutes les ruelles du village. Alors, on a fait semblant de rentrer à la maison, mais pour mieux revenir ensuite. Et là, on a été stupéfaits. On a assisté à des scènes, mais des scènes incroyables d'arrestation plutôt musclées de ces pauvres gens. Oh, mais moi, toute ma vie, je vous jure, je me souviendrai de cette pauvre petite fille sur un fauteuil roulant, mais qu'ils ont frappé parce que ça allait pas assez vite. Nous ne savons pas exactement combien furent effectivement raflés, ramassés humainement, en un instant, par les Français et non par les Allemands. La petite fille en fauteuil roulant, bousculée, frappée, nous ne connaissons même pas son nom. En tous les cas, tous, les Pinkas et les autres, furent conduits au camp d'Agde, puis à celui de Rivesaltes, puis à celui de Drancy. Le 11 septembre, Teresa, Salomon et Brandla partirent par le convoi 31 pour Auschwitz, en Pologne. La Pologne, le pays natal de Brandla. Dans ce convoi de 1000 personnes, il y avait 189 enfants. Dans ces 189 enfants, il y avait Teresa et Salomon. Sérignan avait été leur dernier domicile, leur dernier refuge, leur dernier espoir de vie et de liberté. Sérignan qui, pendant 60 ans, quasiment les avait oubliés. Les élèves de 3e C ne voulaient pas, comme ils disaient, lâcher l'affaire. Ils souhaitaient absolument trouver un moyen réel et très concret pour inscrire ce souvenir, le faire perdurer. Justement, une nouvelle salle polyvalente venait d'être construite. Justement aussi, les élus, présidents du conseil général en tête, devaient venir inaugurer le lieu. Une idée germa dans la tête des élèves, donner un nom à cette salle, un nom en lien avec ces histoires. Résolus, ils se préparèrent, s'organisèrent. Le principal aida et approuva. Une lettre fut rédigée. Il n'y avait plus qu'à la transmettre, qu'à la donner. Chose plus facile à dire qu'à faire. Les visiteurs officiels arrivèrent sur place, mais on tint les élèves à l'écart. Oui, alors parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le temps des élus est compté et un protocole doit toujours être respecté. Les élèves ne se découragèrent pas. Ils profitèrent d'un instant où le cortège se déplaçait pour franchir les barrages et atteindre, missive en main, les élus visés. La volonté des élèves stupéfia les adultes. Les élus donnèrent leur accord et confièrent aux jeunes le soin de trouver le nom qu'ils voulaient. Au cours des jours suivants, les cerveaux furent en ébullition. On chercha, on discuta, on proposa, on pesa le pour et le contre, on vota, on trancha. La salle s'appellerait « Salle Les Oubliés ». Une plaque particulière, certes, évoquerait l'histoire des Pinkas, mais le nom voulait englober aussi tous les autres, même ceux, comme la petite fille paralysée, inconnue à jamais. Le nom était trouvé. Il fallait à présent des plaques appropriées. D'autres élèves se proposèrent pour les fabriquer.
C'étaient des élèves de 4e SECPA, la section d'enseignement général et professionnel adapté. Leur professeur d'atelier bâtiment les encadra. Ils réalisèrent plusieurs projets, utilisant la technique de la mosaïque. 2 furent choisis, une plaque portant le nom « Les oubliés » et une autre, spontanément imaginée par les élèves, ne figurant qu'un paysage, la mer, le soleil et les montagnes, car de chez nous, par temps clair, on voit les Pyrénées. Quand nous leur demandâmes pourquoi, en plus, ce paysage, ils nous dirent sans hésiter. C'est pour leur donner un peu la maison, le refuge qu'ici, qu'ils auraient dû vraiment trouver. Le 14 juin 2011, la cérémonie de dénomination de la salle eut enfin lieu. Les élèves rédigèrent et lurent un texte autour du verbe « oublier ». Oublier. Il faudrait peut-être oublier, pour après ça continuer à avancer, à exister en toute tranquillité. Foncer, vivre, grandir et exulter sans rien emporter de votre tragique passé. Faire semblant, faire à présent comme si rien n'avait été, comme si tout était gommé. Oubliez vos noms, vos prénoms, vos chemins, vos histoires. Oubliez vos regards et vos visages. Oubliez jusqu'à la moindre de vos traces. Nous, cette année, nous avons choisi ensemble de ne plus oublier. Brandla, Hersch, Teresa et Salomon Pincas, Mandel, Elka et Mina Grobel, Herzl, Bertha, Léo et Sarah Goldberg, Joseph et Martha Dem, Émile, Esther, Simon, Joseph, Amalia, Elena et Dora Lovi, tout cela pour qui un jour Sérignan, notre ville, fut une halte, un refuge, une intense espérance au cœur de la tourmente. L'histoire les a diversement, ici ou là, happés et emportés. En tous les cas, pour nous, c'est gagné. Ils ont compté. Chacun de nous a livré un peu de son histoire et nous a fait comprendre cette chose importante. Que devenir un homme ou une femme, ce n'est pas affaire d'érudition, de connaissances, ce n'est pas question de muscles ou d'apparence, ni même d'argent, de pouvoir ou de chance. C'est juste donner sa place à l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur ou sa foi. C'est aussi se battre contre ses propres peurs et toujours écouter la voix de son cœur. C'est ne pas détourner les yeux, ne pas regarder ailleurs, quand coulent les pleurs, quand bave la haine, la bêtise, la fureur. Vous, les oubliés, les juifs, les étrangers, les très indésirables, nos voix s'adressent à vous par-dessus le temps, la vie qui passe. Ayez ici un endroit, une place, afin que votre mémoire nous aide à construire encore mieux les chemins de notre histoire. Voilà, ici pourrait s'arrêter notre récit. Notre ville a retrouvé la mémoire de ses oubliés, sans aigreur, sans rancœur. Peut-être parce que ce sont surtout les jeunes qui ont poussé les adultes à faire ce chemin-là, et que, pour eux, ne se posait même pas la question de l'intérêt, du pourquoi. C'était simplement évident, nécessaire. Mais tout continue aujourd'hui, rien ne s'arrête. On pourrait aussi vous parler de Mina, qui, âgée de 11 ans, est venue aussi à Sérignan.
Elle est partie avant la rafle, à Saint-Claude, dans le Jura. Mais le 26 août 1942, Mandel et Elka, ses parents, ont été arrêtés aussi là-bas. Mina a été cachée dans une famille jurassienne. Elle a survécu. Ses parents ne sont jamais revenus. Mina a fait plus tard sa vie en Israël. Elle n'a jamais parlé de sa famille, à sa famille de Sérignan. Elle n'a jamais non plus prononcé le nom de la dame qui l'avait sauvée, elle, l'enfant que l'on voulait assassiner. Mina est morte, en laissant aux siens, à ceux qu'elle aimait, le poids de son silence. Nous, au collège, un jour, on a écrit là-bas, en Israël. On a retrouvé la trace de ses descendants. Ils sont venus chez nous et ils nous ont demandé de l'aide. Ils voulaient tant trouver le nom de la maman qui, dans le Jura, avait pris le risque de sauver Mina. C'est loin le Jura. Ce n'est pas grave. On a écrit, on a téléphoné, on a mailé, on a expliqué, convaincu et on a trouvé. Vous voyez, tout continue aujourd'hui. Rien ne s'arrête. La preuve, on est là avec vous ce soir. On a envie, pour vous remercier, de vous donner un de nos textes. Il s'appelle « Les meilleures raisons du monde ». Si, vous savez, ce sont toujours ces très très bonnes raisons que l'on se donne pour ne pas avoir à faire notre difficile mais crucial devoir d'homme. Un jour, sur une planète, dans un autre monde, chaque habitant se mit à chercher et à trouver les meilleures raisons du monde pour accepter que l'inacceptable soit. Moi, j'obéis parce que c'est la loi. Moi, je fais rien, je laisse les autres faire. Moi, je crois qu'il a sûrement cherché s'il leur arrive ces choses-là. Moi, je fais presque rien, alors ça ne compte pas. Tant qu'on s'en prend juste aux autres. Moi, je fais ça pour qu'on me fiche la paix à moi. Moi, je fais comme tous ceux qu'il y a autour de moi. Moi, un tel m'a dit que machin lui avait dit, que Bidule avait dit que si on faisait ça, la crise, elle cessera. Dans la vie, on n'a pas forcément le choix. L'inacceptable donc arriva, fit des ravages, et puis quand il cessa, on se jura de ne pas oublier pour que cela ne se reproduise pas. Seulement, le temps passa. Alors un jour, sur la planète, chaque habitant se mit à chercher et à trouver les meilleures raisons du monde pour ne plus faire lien avec cette mémoire-là. C'est trop triste et morbide. C'est du passé, il faut tourner la page. L'important, c'est le présent. L'important, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est devant. Ce n'est pas sain et c'est traumatisant. Oublier, c'est se libérer. Ce dont on ne parle pas, ça n'existe pas. Et ce dont on ne parle plus, ça n'existe plus. On connaît le danger maintenant. Ça risque plus d'arriver. Il se passe tant d'autres choses sur la planète. Franchement, on n'a pas que ça à faire. Moi, j'ai le brevet à réviser. Moi, j'ai les choux à planter. Moi, j'ai mes Nike à cirer. Moi, j'ai. Cela fusait de partout. Je laisse bien volontiers à chacun la liberté d'imaginer la suite que vous voulez, la fin que vous supposez. Nous, on habite à Sérignan, sur la planète Terre. On a dans le cœur 3 petites filles. Elles s'appellent Teresa, Mina. La dernière n'a pas de nom et elle ne marche pas. Ne pensez pas que ces 3 petites filles nous rendent tristes. En fait, elles nous donnent, à leur façon, force et joie. Force d'avoir envie de faire de notre vie quelque chose, pas n'importe quoi. Joie de savoir que le monde n'est pas que pourri et que moche, qu'il est avant tout ce que toi et moi on en fera. Quand je pense à elle, moi j'apprends à me méfier en tous les cas de toutes ces excellentes raisons-là, celles que souvent je me donne, celles que parfois l'on me donne, raison pour oublier un brin ou bien beaucoup. L'humain, Annelle, l'humain, à moi, l'humain, en chacun de nous.
folle, vous êtes de 30 ans. C'est bon, c'est bien. Que d'applaudissements, vraiment bravo, bravo pour votre travail magnifique, vraiment très créatif. Et j'appelle Sylvie Corin pour vous remettre le prix. C'était vraiment magnifique.